Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans notre nouveau studio chez Opaline et nous allons passer un petit moment ensemble pour vous présenter nos résultats annuels en compagnie de Patricia. Un premier regard sur notre nouveau document d'enregistrement universel qui est disponible sur Internet depuis vendredi. Donc nous ferons référence avec Patricia à ce document et vous pourrez aller chercher des informations plus détaillées sur les éléments présentés aujourd'hui dans ce document disponible. Comme toujours, un premier mot pour nos salariés que nous remercions pour leur implication, leur fidélité. Un regard également sur le nombre de personnes dans le groupe Thermador, donc tout juste presque, je dirais, 800 personnes. Donc vous voyez que la croissance des effectifs ralentit et il est probable que nous constations encore en 2024 une stabilité ou en tout cas une croissance des effectifs plus ralentie qui correspond à l'activité du groupe Thermador. Un point à signaler, deux points à signaler tout de même, que vous retrouverez dans la déclaration de performance extra-financière, dans notre document d'enregistrement universel. D'une part, l'augmentation de l'absentéisme. Alors vous savez que c'est un phénomène général en France, mais il n'empêche pas que dans le groupe Thermador, nous sommes très attentifs à ce sujet et nous allons mettre des actions, nous allons prendre des actions pour corriger cette augmentation. Et nous avons aussi constaté, même si les chiffres sont relativement modestes, une augmentation des accidents du travail qui est sans doute due à un manque d'attention, une certaine fatigue de nos équipes. Donc ce n'est pas vraiment surprenant parce que vous le savez, nous avons traversé des années difficiles, nos équipes, et je le disais depuis 2 ans, sont fatiguées. Et donc ça vaut de notre part une attention particulière. Nous avons le projet en 2024 de lancer notre baromètre pour la qualité de vie et des conditions de travail, qui va nous permettre d'avoir une photographie exacte d'où en sont nos salariés. Peut-être vous vous souvenez, c'est un exercice qu'on fait tous les 3 ans. Donc nous ne manquerons pas de partager le résultat de cet exercice avec vous dès que ce sera possible. Je parlerai aussi, et ça concerne les salariés, enfin c'est Patricia qui en parlera à la fin de cette présentation, nous avons un projet d'action gratuite pour les salariés, et c'est un projet qui est destiné à assurer leur fidélité et à récompenser leur fidélité à long terme, on va dire. L'effet marquant. Alors, l'effet marquant pour l'année 2023, j'en ai déjà parlé, mais je le redis rapidement aujourd'hui. Des mécanismes de financement MaPrimeRénov' qui ont évolué d'une manière défavorable, puisque l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat a, je dirais, restreint la diffusion des fonds. Et donc, les acteurs qui sont concernés par ces marchés ont eu une baisse d'activité extrêmement importante. Ça a été le cas également pour notre première filiale, Thermador, qui a vu des baisses significatives d'activité sur ses accessoires de pompe à chaleur ou sur ses chauffe-eau solaires. Un marché de la piscine en baisse. Nous estimons la baisse de ce marché à environ 15%. Alors ça succède à une augmentation de ce marché depuis quelques années, une forme d'euphorie sur ce marché. Donc, il est un peu normal que ce marché atterrisse. Notre filiale à Hello a bien résisté puisqu'elle a une régression de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 6%, bien inférieure à la régression du marché. Les nouveaux logements en France, ce sont vraiment, enfin ça a été une année extrêmement difficile pour les nouveaux logements. Nous avons constaté une chute très importante du nombre de permis de construire et en fin d'année, un bilan aussi très mauvais sur les mises en chantier puisque c'est une baisse de l'ordre de 22% des mises en chantier avec un impact direct et immédiat sur les 2 filiales du groupe qui sont les plus exposées, PB-Tube et Thermador et Thermacome. Pour autant, je le rappelle toujours, au niveau consolidé, chiffre d'affaires consolidé, seuls 10% du chiffre d'affaires du groupe Thermador est impacté par ce marché du logement neuf. Nous sommes majoritairement, vous le savez, tournés vers la rénovation et la maintenance. L'effet prix a été toujours important en 2023 avec 5,9%
de hausse de prix répercutée, à comparer à l'année précédente qui était au-delà de 10%. Et enfin, un point marquant, c'est DPI, qui est une société que nous avons acquise fin d'année 2022 et qui a été intégrée sur l'intégralité de l'année 2023. Une baisse des chiffres d'affaires chez DPI extrêmement importante, due à deux phénomènes qui vont malheureusement dans le même sens. Une baisse des prix, du fait des baisses de la matière, polyéthylène et PVC, et une baisse des volumes. DPI avait eu en 2022 de très gros marchés qui n'ont pas été renouvelés en 2023, et donc ça s'est traduit par cette baisse de chiffre d'affaires pour DPI. Fort heureusement, l'équipe de DPI a réussi à maintenir la rentabilité de DPI, ce qui nous vaudra dans les jours qui viennent à verser le complément de prix qui était prévu au moment de l'acquisition. Complément de prix de l'ordre un petit peu supérieur à 5 millions d'euros. Une vision par grand canal de distribution. Donc vous voyez le premier canal de distribution vers le grand public en légère baisse pour le groupe Thermador en 2023, ce qui est une bonne performance sur un marché qui est beaucoup plus baissier que ça. Et un canal professionnel qui est quasiment stable sur l'année 2023. Vous savez que le canal professionnel est au-dessus de 80% de l'activité du groupe. Donc, hors des pays, le chiffre d'affaires s'est bien maintenu à moins 1,1%, et avec l'apport de DPI, sur l'année 2023, nous avons une croissance du chiffre d'affaires de 4,9%. Une vision sur 10 ans du chiffre d'affaires, qui est tout à fait flatteuse, mais il faut quand même toujours avoir en tête que ça intègre en vision globale les acquisitions que nous avons pu faire, et en parallèle l'augmentation du résultat net que Patricia commentera tout à l'heure. En plus détaillé, une vision trimestrielle de l'activité sur 5 ans, et vous voyez très clairement que sur l'année 2023, après un bon démarrage et un premier trimestre très positif, la conjoncture, le contexte n'a cessé de se dégrader, et nous anticipons sur le début d'année prochaine une certaine continuité sur ce contexte, ce qui nous vaudra sans doute une baisse d'activité, en tout cas sur ce premier semestre 2024. Quelques points un petit peu plus détaillés sur les volumes et l'inflation, et donc vous voyez ces éléments sur 3 ans. Donc tout à gauche, l'année 2021 avec une très forte augmentation, au-delà de 20% d'augmentation de chiffre d'affaires, une inflation assez modérée à l'époque et donc une croissance des volumes de 16,8%. Et pour terminer en 2023, avec une croissance du chiffre d'affaires croissance de chiffre d'affaires à périmètre constant, c'est pas une croissance, c'est une décroissance de chiffre d'affaires à périmètre constant de moins 1,8%, une inflation toujours là et donc une baisse de volume de 7,7%. Donc vous voyez, en 3 ans, un retournement de tendance extrêmement fort. Patricia, tu nous parles de la rentabilité ? Tout à fait. Donc au niveau de la rentabilité, même si on voit dans les courbes présentées par Guillaume qu'on a une baisse marquée, on a réussi à maintenir notre résultat net au-delà des 58 millions d'euros, une rentabilité résultat net sur chiffre d'affaires qui est à plus de 10%. Si on compare par rapport à 2022, c'est quelque chose que nous avions anticipé puisque l'apport de DPI avec un business model un peu différent faisait que nous avions une rentabilité différente sur cette filiale qui quand même nous apporte plus de 41 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous savions qu'en fait ça aurait un effet dilutif sur notre rentabilité. Donc c'était anticipé. Voilà. Par contre, on peut voir que dans le canal professionnel et finalement dans le canal grand public, il y a eu une certaine résistance. Et cette résistance, on la voit notamment au niveau du taux de marge commercial, puisqu'on a un taux de marge qui s'est bonifié, donc de 35,5% en 2023. Alors bonifié pourquoi ? Parce que finalement c'est un effet de rattrapage. En 2022, nous avions donc des hausses de prix d'achat importantes.
Dans le canal professionnel, historiquement, c'est beaucoup plus facile pour nous de répercuter ces hausses. Par contre, au niveau de notre clientèle dans la grande distribution, comme nous avons des négociations annuelles beaucoup plus en fait marquées, nous allons dire, en 2022, les hausses de prix, nous n'avons plus les répercuter que pour l'essentiel à partir d'octobre. Donc mécaniquement, la marge sur l'activité grand public en 2022 était fortement impactée. Et en 2023, on a eu l'effet en plein de les hausses que nous avions passées en fait à nos clients. Donc voilà, donc c'est essentiellement un rattrapage au niveau donc, de notre marge commerciale. Et cette marge commerciale nous a permis effectivement de maintenir notre résultat net et notre rentabilité à ce niveau. Dans les événements à souligner, je vais vous commenter un peu plus les charges puisque c'est un poste qui est en augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires en 2023. Nous avons donc le premier poste de frais dans nos comptes de résultats est constitué des charges de personnel. Donc en 2023, ces charges ont augmenté puisqu'elles représentent 10,8% de notre chiffre d'affaires. Et cette augmentation, elle s'explique par l'augmentation des salaires fixes en moyenne de 5%. Et donc, comme vous le présentait Guillaume en introduction, une augmentation aussi de nos équipes puisque nous avons 28 personnes en plus qui ont rejoint nos équipes en 2023. Le deuxième poste de frais concerne les frais de transport. Donc les frais de transport, effectivement, sont en baisse parce que nous avons donc des baisses de volume, mais également puisque nous avions bien négocié les prix 2023. Ensuite, dans les autres éléments, c'était un des faits marquants de 2020, c'était un des événements marquants que nous anticipions pour 2023, c'était la hausse des coûts d'énergie. Donc nous avions un contrat à prix fixe en 2023 que nous avons renégocié et c'était à peu près x4 sur les tarifs. Donc nos filiales ont beaucoup œuvré pour en fait réduire leur consommation, mais ça n'a pas permis en fait de restreindre cette augmentation prévue. Donc on a une augmentation des coûts d'énergie de 1 million d'euros en année pleine. Ensuite, l'autre élément concerne la charge d'impôt, puisque quand vous regarderez notre DU, donc dans le chapitre 6 où on donne, alors je n'ai pas la page exacte du compte de résultat, mais nous donnons en fait notre taux d'impôt, et notre taux d'impôt il est au-delà de 26,9% contre 25% en 2022. Cette hausse s'explique par une décision qui a été prise de prudence d'arrêter l'activation des déficits reportables de notre filiale Accélère. Donc l'impact a été de 600 000 € et donc ça veut dire que nous avons constaté une charge supplémentaire de 600 000 € au niveau de notre charge d'impôt. Je vais passer sur la diapositive suivante pour vous présenter en fait notre résultat opérationnel et le résultat net à périmètre constant. Donc si vous regardez, effectivement, notre résultat opérationnel à périmètre constant, et on a le même phénomène au niveau du résultat net, augmente plus fortement que notre résultat consolidé. Cela s'explique par les résultats de DPI, puisque DPI, en 2022, donc, avait été intégré pour 2 mois, donc novembre-décembre, avait eu un bon résultat en 2022, et en 2023, donc nous avons dans le périmètre constant, vous avez novembre et décembre 2023, avec cette fois-ci une perte constatée sur ces 2 mois. Alors, il ne faut pas, ça ne traduit pas la performance économique de DPI sur l'année 2023, puisque si on regarde sur les 12 mois, DPI nous apporte en fait un résultat net de 1,4 million. Et c'est la mécanique, la séparation en fait des résultats sur les 2 mois qui traduit en fait cette baisse. Je vais passer ensuite sur la diapositive suivante qui vous donne donc des indicateurs clés que nous suivons. Donc 2 indicateurs qui est le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires et le deuxième c'est les retours sur les capitaux employés. Donc le premier, donc le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires, donc là on vous présente une courbe qui est relativement longue puisqu'on va de 2009 à 2023.
Et vous voyez donc un 13,7%. L'effet dilutif de DPI apparaît. Et la petite différence entre le 13,9 de la diapositive précédente, c'est parce qu'on n'est pas sur la même base de chiffre d'affaires, puisqu'on est sur un chiffre d'affaires hors IFRS 15, alors que la diapositive précédente, nous étions selon IFRS 15. Ensuite, le retour sur capitaux, les retours sur capitaux employés, donc on est à 21,7%. C'est la résultante d'un résultat opérationnel, enfin un résultat net qui se maintient. C'est aussi le résultat d'une génération de cash, de trésorerie, puisque nous avons créé de la trésorerie sur l'année 2023. Mais également, il y a eu un impact qui a minoré finalement ce retour sur capitaux employés, c'est l'évolution de notre besoin en fonds de roulement, parce que celui-ci en fait a augmenté légèrement. L'augmentation est liée à en fait, l'évolution de notre dette fournisseur. Nos dettes fournisseurs, position fin décembre 2023, ont baissé. Et donc ça, c'est plutôt lié à la façon dont nous avons acheté tout au long de l'année, donc peut-être moins acheté en fin d'année sur le dernier trimestre. Je vais passer ensuite sur notre structure financière. Donc notre structure financière, donc nous avons quatre indicateurs que nous suivons. Donc la valeur de notre stock, puisque nous sommes dans une société, un groupe de distribution, et le stock et le caractère sain de notre stock est important. Donc là, nous avons une augmentation en valeur, en euros. Cette augmentation en valeur s'explique par le fait que nous avons eu des hausses de prix d'achat. Donc si on regarde entre 2022 et 2023, il est normal de voir cette hausse en fait en valeur. Par contre, si on regarde le ratio sur le nombre de mois d'achat consommés, nous passons à 187 jours, ce qui est en diminution de 5 jours par rapport à 2022. Donc cela traduit une meilleure gestion du niveau des stocks de nos filiales et peut-être aussi une anticipation par rapport à la tendance d'activité sur le premier semestre 2024. Concernant la trésorerie, donc, nous avons reconstitué notre trésorerie puisque nous sommes à hauteur de 35 millions, donc trésorerie positive. Donc là, je vous expliquerai un petit peu la diapositive suivante, comment nous avons en fait généré la trésorerie sur l'année 2023. Donc cette trésorerie positive est à mettre en parallèle avec nos dettes, nos emprunts et dettes financières. Donc pour rappel, nous sommes sur des emprunts à 5 ans ou 7 ans, taux fixe, en euros, donc pas d'impact devise. Donc nous sommes sur un montant à 38,7. Donc si on regarde, il nous reste un montant de l'ordre de 3,5. Non, un peu moins que ça. 3,5, si c'est 3,5 millions de dettes nettes négatives, si vous comparez les emprunts et dettes moins la trésorerie positive. Concernant les capitaux propres, ces capitaux propres restent solides. On continue d'appliquer notre politique de distribution, de dividendes, et avec le maintien de notre résultat, ça nous permet de conforter et de renforcer nos capitaux propres. Je vais passer sur la diapositive suivante maintenant pour vous expliquer la génération de cash, puisque nous avons en fait créé, donc je vous avais présenté les 35 millions de trésorerie positive à fin décembre. Donc en termes de création, finalement, en création nette, nous avons créé 18,3 millions de trésorerie sur l'année 2023. Donc ça s'explique par plusieurs éléments. Déjà, le fait qu'on ait eu un résultat positif avec une capacité d'autofinancement à plus de 69 millions. Derrière, la variation du BFR, elle, donc, qui est expliquée dans le document d'enregistrement universel, page 145. Donc vous aurez un graphe qui vous permet de voir la variation de notre BFR. Et donc là, on a un 13 millions, c'est-à-dire qu'on a consommé du cash. Et la consommation du cash, elle est essentiellement liée avec les clients plus les stocks. Et comme les dettes fournisseurs ont un peu baissé, c'est pour ça qu'on a consommé du cash. On a des flux d'investissement. Donc ces flux d'investissement sont à hauteur de 8,4 millions. C'est à la fois lié en fait aux dépenses de l'immobilier, donc la partie bâtiment, avec la construction du bâtiment, la réhabilitation du bâtiment où nous sommes actuellement, plus d'autres travaux et la réfection d'un toit sur un des bâtiments importants. Donc ça, c'est les 8,4 millions que nous avons dépensés pour la partie immobilière, pour la partie aussi informatique et pour l'amélioration des agencements ou
du matériel en fait, nécessaire dans nos entrepôts. Donc ça, c'est cette partie-là. Ensuite, nous avons dégagé tout ça, ça nous permet de dégager un cash flow libre qui est positif à plus de 48 millions. Si on compare par rapport à l'année dernière, on était sur un cash flow libre négatif. Pourquoi? Parce qu'en 2023, nous n'avons pas eu d'acquisition et donc pas contracté de nouvel emprunt, ce qui serait venu impacter cette ligne-là. Et donc le dernier point, c'est le flux de financement. Et ce flux de financement, donc c'est essentiellement, vous avez les 19 millions de distribution de dividendes et vous avez les remboursements d'emprunts à hauteur de 8,3 millions. Donc vous avez tout le détail donc, de ce tableau de flux de trésorerie en page 148 de notre document d'enregistrement universel. Je vais passer ensuite la parole à Guillaume qui va vous parler de nos objectifs en matière de nos réalisations en matière de développement durable. Donc je vous invite là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à consulter notre déclaration de performance extra-financière dans notre document. Alors, première chose, une bonne nouvelle, par rapport aux 19 objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés et qui figurent à la page 73 de ce document d'enregistrement universel, nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre ces objectifs qui sont à la fois sur 2025 et 2030. Donc un taux d'atteinte de ces objectifs, un taux moyen de 104,1%, ce qui est une bonne performance. Un point sur notre bilan carbone que tous les ans nous affinons, nous précisons. Je rappelle toujours que nous sommes sur le bilan complet impactés à hauteur de 95% par les produits que nous distribuons. Donc ça veut simplement dire que pour réduire notre impact carbone, la priorité pour les années qui viennent va être de travailler sur les produits que nous commercialisons. Alors comment le faire? Intégrer dans nos produits de la matière recyclée. Nous constatons aujourd'hui que beaucoup de nos fournisseurs ont déjà anticipé cette demande et finalement la possibilité, le gain potentiel sur la matière recyclée de notre point de vue reste relativement faible. Une autre façon de le dire, c'est que notre marge de manœuvre sur la matière recyclée à l'avenir sera relativement faible. Pour autant, nous allons nous doter d'outils beaucoup plus précis pour mesurer avec nos fournisseurs le taux exact de matière recyclée utilisée pour l'améliorer tout de même. Les points qui nous paraissent importants pour le futur et pour réduire l'impact de nos produits, c'est d'une part l'énergie utilisée par nos fournisseurs dans leurs usines et l'énergie proposée par les pays dans lesquels se situent leurs usines. Et donc vous imaginez le travail qu'il va falloir fournir déjà pour répertorier tous ces éléments et ensuite amener nos fournisseurs à faire les efforts nécessaires pour réduire l'impact de leurs produits. L'éco-conception est une pratique maintenant dans le groupe Thermador sur certaines de nos filiales et nous voyons, ce n'est pas du tout une surprise, mais nous voyons que c'est une pratique qui va mettre beaucoup de temps pour avoir un impact significatif sur notre émission carbone. Avec toutes ces informations, nous avons pris une décision collégiale au niveau des dirigeants opérationnels du groupe. C'est une décision qui a été approuvée par notre conseil d'administration. C'est de nous engager, comme nous l'avions dit l'année dernière, nous engager sur une réduction de 17% de notre impact carbone en intensité. Alors, le référentiel que nous allons prendre est 2022 parce qu'il est très difficile pour nous de reconstruire notre bilan carbone en deçà de 2022. Et on considère que les chiffres 2022 sont relativement suffisamment fiables pour que ça soit une base de calcul. Et donc, cette réduction d'intensité carbone devra être atteinte en 2030. Nous avons approximativement mesuré le nombre de fournisseurs qui seront soumis à la nouvelle réglementation de reporting européen extra-financier CSRD un an après nous, et c'est environ, ou un petit peu plus, de 40% de nos fournisseurs. Ce qui va nous permettre, dans 2 ans,
d'avoir de la part de ces fournisseurs des données beaucoup plus construites et fiables, et donc pour nous d'avoir un reporting là aussi beaucoup plus fiable. Le coût du développement durable uniquement sur la partie salaire et prestations en 2023 s'est élevé approximativement à 800 000 euros. Enfin, je termine par des sujets de gouvernance. D'une part, un projet d'action gratuite destiné à tous les salariés et aux dirigeants du groupe que Patricia détaillera tout à l'heure. Et d'autre part, à la nomination d'une administratrice référente qui nous a été, je dirais, enfin c'est une alternative que nous proposons suite à la demande d'investisseurs institutionnels, particulièrement anglo-saxons, qui sont dubitatifs quant au cumul des mandats président et directeur général. Donc cette administratrice référente aura pour mission, d'une part, de pouvoir convoquer un conseil d'administration en dehors des personnes opérationnelles, et d'autre part, d'être une interlocutrice directe sur les sujets de gouvernance pour les investisseurs qui le souhaiteront. Quelques mots sur les perspectives. Sur les logements neufs, malheureusement, pas de bonnes nouvelles à court terme, nous allons le voir sur ce graphique. En revanche, comme nous sommes de nature optimiste, nous voyons que depuis quelques mois, le nombre de permis de construire se stabilise. Donc, ce qui peut nous laisser imaginer que le point bas des mises en chantier sera atteint en début d'année 2024, pendant le premier semestre, et que nous pourrions retrouver une dynamique plus favorable sur les logements neufs à partir de 2025. Voilà pour ces perspectives-là. MaPrimeRénov', alors vous l'avez peut-être lu dans la presse, après des annonces tonitruantes en 2023 sur des augmentations d'enveloppe et des augmentations de réalisation, les ministres aujourd'hui se rendent compte que la réalité est différente, mais ça ne nous surprend pas du tout, puisque, rappelez-vous, quand ils annonçaient des enveloppes en augmentation et 200 000 logements rénovés en 2024, je disais que ce ne serait pas possible de le faire. Donc je dirais que les annonces que vous avez pu lire dans les Échos, alors j'ai fait cette référence voilà, sur cette diapositive, ne sont pas une surprise pour nous, et nous considérons que ce n'est pas là que se joue véritablement le redémarrage de la rénovation énergétique, c'est plutôt sur la mise en œuvre réelle des accompagnateurs Rénov' que les pouvoirs publics ont promus et qui sont maintenant un passage nécessaire pour faire de la rénovation énergétique. Force est de constater que le nombre d'accompagnateurs Rénov' en France est relativement restreint. Les informations qu'on avait au mois de janvier, c'était de l'ordre de 2000 personnes, et nous devrions en avoir plutôt 4000 ou 5000 pour mener à bien tous les projets de rénovation énergétique que nous avons. Donc, sur ce sujet de la rénovation énergétique financée par les pouvoirs publics, nous n'escomptons pas d'amélioration par rapport à la situation actuelle avant la fin du premier semestre. Quelques données de marché qui nous viennent de deux syndicats professionnels. Le premier syndicat Coedis, qui vous fournit là, mois après mois, sur 2 ans, les tendances de marché de nos clients grossistes sanitaires chauffage. Donc vous voyez que le mois de janvier 2024 est dans la continuité du mois de décembre, c'est-à-dire nettement négatif. Là aussi, sur ce marché-là, nous estimons que le premier trimestre risque d'être de la même couleur. Donc nous espérons là aussi une deuxième partie d'année meilleure. INOA, qui est le syndicat professionnel qui regroupe tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage, nous donne également des indications sur l'année passée en tendance. Clairement, nous sommes depuis plusieurs mois sur une tendance négative au niveau de la fréquentation des magasins et du chiffre d'affaires des magasins, tendance qui ne devrait pas se retourner rapidement. Donc une année 2024, là aussi, pour nos filiales sur ce canal grand public, sans doute challenging en termes d'activité. L'industrie, des éléments plus positifs, et notamment à l'international, vous le voyez sur ces deux courbes. Donc, ce sont les indices PMI de l'industrie manufacturière sur la prochaine diapositive. Voilà.
Donc on voit sur la France toujours une tendance négative en dessous de 50 qui montre que nous sommes sur un marché baissier et ce n'est pas favorable à notre activité de robinetterie industrielle, vous pouvez l'imaginer en France. En revanche, sur l'Europe, et nous vendons de la robinetterie industrielle en Europe, nous voyons que la tendance s'inverse. Alors nous ne sommes pas sur un indice qui est au-delà de 50, hein, qui pourrait dire que le marché redémarre, mais en tout cas, nous sommes sur une petite reprise en tout cas. Donc plutôt positif sur nos marchés robinetterie industrielle à l'international. Le cycle de l'eau, j'en parle depuis maintenant un an. C'est un sujet qui nous intéresse, que nous suivons tout particulièrement au niveau de la réglementation, de manière à être en mesure d'apporter rapidement sur le marché les produits qui correspondent à la fois aux besoins et à la réglementation. Donc je rappelle la sauvegarde de l'eau de pluie, la réutilisation des eaux grises, l'étanchéité des canalisations, tous ces sujets vont porter des activités de Jetly, de Sferaco, de DPI par exemple dans les années qui viennent et nous pensons que c'est une véritable opportunité pour le groupe Thermador. L'international reste un vecteur de croissance et notamment au niveau de notre filiale Safeco qui exporte majoritairement des produits de robinetterie industrielle ou de génie climatique en Europe et en Afrique et qui a toujours des ambitions de croissance de chiffre d'affaires. Et enfin, un effet prix qui est estimé en 2024 à environ 3%. Nous vous tiendrons informés trimestre après trimestre de cet impact prix. Et si cette estimation que nous faisons en début d'année de 3% est finalement erronée, nous vous tiendrons informés en temps réel. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'intuition que ce sera sans doute inférieur à 3%. Voilà pour les perspectives. Donc je vais passer sur la partie, la détention de notre capital. Ce qui est à souligner, c'est le fait qu'on a franchi en fait la barre des 10 000 actionnaires. Donc ça, il est vrai qu'on était plutôt sur 8 000, 8 700 et on a franchi ce seuil, ce qui est plutôt pour nous en fait une bonne nouvelle et on accueille chaleureusement les 3 000 nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints en 2023. Dans l'évolution de notre capital, nous avons également constaté le franchissement d'un seuil donc, à partir donc, du 6 décembre 2023. Fidelity, qui est un investisseur anglo-saxon, on a à la fois des fonds qui sont aux États-Unis et un fonds qui est d'Angleterre. Et donc, ils ont franchi le seuil des 5%. Donc, ça nous donne finalement au niveau donc, des actionnaires qui détiennent plus de 5%. Nous avons en premier donc, notre actionnaire Family Office allemand qui détient maintenant, qui continue de tenir 9%. Le Crédit Mutuel Equity est à 6,9%. Et donc, Fidelity a franchi donc, à 5,04%. La part de notre capital détenu par des investisseurs étrangers a augmenté également puisqu'on passe de 26% à 28% en 2023. Et la part détenue par nos salariés est donc de 6,7%. Donc là, on baisse légèrement par rapport en fait à 2022, mais rien d'inquiétant. Des actionnaires qui ont décidé qu'on a des projets immobiliers ou d'autres projets. Et voilà, donc on a regardé, on a suivi ça un petit peu de près pour voir si on avait des actionnaires qui nous avaient quittés, mais non, ils ont juste baissé un petit peu leur détention. Donc ensuite, sur la diapositive suivante, vous avez le volume des transactions en millions de titres. Ça, c'est aussi des indicateurs que l'on regarde. Vous voyez donc que l'année 2023 est en progression, donc c'est une progression qui est satisfaisante. La part donc, des plateformes alternatives continue de gagner du terrain à comparer aux titres, en fait, aux transactions qui sont traitées sur Euronext. Et vous verrez que les 1,93 sont à comparer à une année, par exemple 2020, qui était une année exceptionnelle. Mais bon, 2023 reste une année pour nous satisfaisante en termes de volume de titres.
Sur la diapositive suivante, nous allons donc vous présenter nos résolutions. Donc nous avons en fait 20 résolutions cette année avec en fait des résolutions qui sont en fait ordinaires et d'autres extraordinaires. Donc je vais commencer par les dividendes, puisque nous vous proposons de voter un maintien du dividende à 2,08 pour l'année au titre du résultat de 2023, avec un taux de redistribution à 32,8%. Donc ça, c'est une des résolutions. Ensuite, nous avons des résolutions qui vont concerner les mandats de nos administrateurs. Donc je vais passer la parole à Guillaume pour vous faire un point sur l'évolution, puis aussi au niveau de la gouvernance, parce qu'il y a des petites choses qui vont changer. Voilà, donc un grand remerciement aux 2 administrateurs qui nous ont accompagnés depuis 2 ans, qui sont à la fois administrateurs, qui étaient à la fois administrateurs, enfin qui le sont toujours aujourd'hui, et directeurs généraux. Donc merci à Philippe Bory et à Jérôme Chabaudy de nous avoir accompagnés pendant 2 ans. Vous savez que c'est une tradition dans le groupe Thermador d'avoir des opérationnels au conseil d'administration pour que le conseil d'administration reste bien sur les problématiques opérationnelles et ne soit pas trop loin du terrain. Donc, merci à eux. Alors comment seront-ils remplacés? C'est là où il y a une petite nouveauté. Nous souhaitons les remplacer par 2 personnes, Franck Bourgois et Peter Wartel. Cela étant d'une manière différente, puisque ces 2 personnes qui seront présentes à 100% pendant 2 ans auront alternativement un seul droit de vote. Ce qui fait qu'à l'arrivée, le périmètre des droits de vote autour de la table du conseil d'administration va changer, puisque nous étions 12 administrateurs, nous ne serons plus que 11, et parmi les 11, 5 seront indépendants, 4 non libres d'intérêt et 2 administrateurs salariés. Donc ça répond à la demande d'investisseurs institutionnels qui souhaitent voir les indépendants majoritaires par rapport aux dirigeants non indépendants, ou en tout cas, oui, non indépendants. Donc ensuite, nous allons passer sur la résolution qui concerne la rémunération de Lionel Monroe. Donc Lionel Monroe occupe le poste de directeur général délégué de Thermador Group et occupe également le poste de directeur général de notre filiale Safeco qui œuvre en fait à l'international. Donc pour plus de clarté, nous avions déjà introduit l'an passé une résolution spécifique sur sa rémunération fixe au titre de son mandat de directeur général délégué de Thermador Group. Et nous poursuivons en fait dans la transparence avec une résolution concernant sa rémunération 2024 avec beaucoup plus de détails. Donc ça doit être entre la page 42 et 47, vous avez le détail en fait de nos rémunérations variables, donc à Guillaume, moi-même et maintenant donc Lionel Monroe. Et donc ça vous permet d'estimer en fonction de l'évolution du résultat et l'évolution aussi, puisqu'on a quand même une partie qui est liée à nos objectifs de développement durable. Ça vous permet d'estimer en fait les rémunérations variables. Donc ça fait partie aussi des demandes de certains analystes ESG et donc des agences de notation de conseil de vote qui en fait souhaitent avoir plus d'éléments pour pouvoir comprendre comment nous déterminons nos rémunérations. Donc il y aura donc une résolution supplémentaire. Et ensuite, donc les 2 autres résolutions que nous avons qui sont plus sur la partie extraordinaire concernent en fait les plans d'AGA. Donc chaque année, nous nous soumettrons à votre vote donc 2 plans de distribution d'actions gratuites. Donc une première résolution qui concerne les salariés à hauteur de 0,6% du capital de Thermador Group. Avec donc il y a 2 conditions. La première condition, c'est une condition liée à l'ancienneté, puisque ça fait partie des objectifs que nous nous fixons au niveau du développement durable. Donc c'est les 3 ans d'ancienneté. Et le deuxième objectif concerne l'atteinte des objectifs de développement durable, donc nos 19 priorités. Et donc ça nous avons pondéré ces 2 conditions à 50-50, 50% de chaque côté.
Donc ça concerne les salariés, donc 0,6%. Et donc nous avons une résolution qui est séparée pour les mandataires sociaux. Donc ça représente 0,06% du capital. Le maximum que pourra percevoir un mandataire social, ça sera 350 actions. Et nous avons délibérément exclu de ce plan les mandataires sociaux qui, par le passé, ont déjà bénéficié de plans d'action gratuites. Donc voilà. Donc tout cela, ce sont des résolutions relativement longues et donc un vote où on a essayé de donner le maximum d'informations pour vous permettre de voter. Et également, il y a une délégation au conseil d'administration, mais c'est majoritairement, vous avez toutes les conditions qui sont décrites dans les résolutions. Donc voilà, donc ça c'est pour les 2 dernières résolutions importantes. Et donc nous vous attendons à notre assemblée générale donc le 2 avril à 17h, donc qui se déroulera au musée des Confluences. Je pense que nous avons la photo derrière, si je ne m'abuse. Donc musée des Confluences à Lyon. Et donc nous vous attendons nombreux. Voilà, nous essayons chaque année d'offrir un endroit un peu différent. Et si vous ne pouvez pas être présent, donc nous utilisons toujours la plateforme Vote Access pour les votes électroniques. Et donc elle sera ouverte à partir, 15 mars, entre le week-end, on va dire 18 mars, vous pouvez déjà vous connecter pour pouvoir voter ou confirmer votre présence. Un regard très très rapide sur le parcours long terme du titre Thermador et la distribution de dividendes, hein, qui, vous le savez, n'a jamais baissé depuis l'introduction en bourse. Et ensuite, un regard également rapide sur une courbe qu'on met à disposition des actionnaires sur notre site internet. Donc ça, c'est la diapositive suivante, où on voit le parcours du titre sur 10 ans, dividendes réinvestis comparativement au CAC 40. Voilà, donc nous avons terminé cette présentation, qui était un petit peu longue, mais c'est normal, c'est la publication des résultats annuels. Et nous allons commencer par la première question de Jean-Pierre que je relève. Bonjour Jean-Pierre. Quels sont vos leviers afin de protéger la marge de résultats opérationnels d'une baisse anticipée de chiffre d'affaires au S1 ? Je pense aux charges externes. Quels sont les ordres de grandeur de ces leviers en euros ? Alors, le levier principal, qui est un levier tout à fait naturel et que nous n'avons même pas besoin d'activer, c'est le levier de transport. Alors, pour des raisons de confidentialité, nous n'avons jamais donné la part de transport relative au chiffre d'affaires dans le groupe Thermador, mais il s'agit quand même d'une part significative, hein, c'est la part la plus importante après la masse salariale. Donc, mis à part ces charges externes, finalement, on a, Patricia, je pense, assez peu d'autres leviers mais peut-être que tu as un avis différent du mien ? Peut-être. Non, je rajouterais, donc ça concerne la masse salariale, puisque dans la masse salariale… Oui, mais c'était externe. Hein. C'est externe. Alors si c'est externe, on n'a que les transports. On a les transports et on a potentiellement l'intérim, puisque nous utilisons en fait du personnel intérimaire. Et nous avons noté en fait en 2023 une légère augmentation sur 2 de nos filiales qui ont des activités saisonnières. Donc on peut penser que effectivement l'intérim, on peut, en fonction du volume de préparation à traiter, que ce volume peut baisser. Alors, vous le savez, dans ces périodes qui sont plus difficiles en termes de chiffre d'affaires, notre préoccupation principale est de conserver notre activité, mais nous avons une forte délégation qui est faite aux dirigeants et aux dirigeantes de filiales pour gérer leur compte de résultats en toute, on va dire, réactivité et indépendance. Et c'est majoritairement de cette façon-là que nous arrivons à maintenir des niveaux de rentabilité tout à fait corrects. Voilà, donc on n'est pas particulièrement inquiet sur cette rentabilité 2024, même s'il est amené à baisser un petit peu, ce n'est pas non plus dramatique, on reste sur des rentabilités qui sont tout à fait honorables de notre point de vue. On a un autre élément, ça concerne ce que… On a donc, compte tenu de l'évolution du niveau de stock, et surtout, ça concernait des Thermador, on a eu beaucoup en fait, de surface en débord. Donc c'est vrai, et on a eu recours en 2023 à des prestataires logistiques externes. Donc ça, mécaniquement, si notre niveau de stock baisse un peu, c'est aussi en fait, des loyers qu'on pourrait ne pas avoir à payer. Donc ça fait partie aussi des possibilités de
de contrôle ou de gestion, de meilleure gestion de nos frais. Les CAPEX, donc Jean-Pierre nous pose la question des CAPEX 2024, des investissements 2024 2025. et 2025 anticipés, et quelle est la part d'immobilier dans ces investissements? Donc pour rappel, déjà sur en fait, l'année 2023, on était à 50% de nos investissements qui étaient liés à l'immobilier. Cette part va légèrement diminuer en 2024 puisqu'on sera sur un montant, on aura 45% liés à l'immobilier. Et nos CAPEX 2024 sont à hauteur de 9,7 millions. C'est ce qui est prévu avec effectivement des projets aussi dans l'amélioration de certaines logistiques, l'optimisation de la logistique, et ça concerne essentiellement Sferaco pour l'année. On commencera en 2024 avec une accélération en 2025. Alors la question d'après me fait beaucoup sourire puisque, donc merci pour cette question. Pourquoi votre guidance 2024 est-elle beaucoup moins pessimiste aujourd'hui qu'en octobre dernier? Nous ne donnons pas de guidance, donc c'est simplement mes propos qui vous paraissent moins pessimistes, mais il ne s'agit pas d'une guidance. Alors vous vous rappelez on avait écrit Thermador se prépare à affronter une année particulièrement difficile. Elle sera difficile, mais on redit la même chose aujourd'hui. Alors, à l'époque, sanctionné par une chute du cours de 15% en 2 jours, je ne sais pas si ce sont ces propos difficiles qui provoquent une chute de 15%, mais c'est, je pense, mal nous connaître d'interpréter de cette façon-là. Donc, mes propos d'aujourd'hui sont, de mon point de vue, assez similaires à ceux du mois d'octobre. Et c'est vrai que dans notre communication financière, par tradition, on a une communication prudente. Et c'est pour ça que, très en amont, dès le mois d'octobre, on a quand même clairement dit qu'on s'orientait vers une année 2024 difficile, ce qui va se révéler, je pense, à la fin du premier trimestre exact. Moi, j'ai une question en fait sur la partie anglophone. Donc nous avons Rainer qui nous questionne en fait sur notre activité en M&A pour l'année 2024. Donc comme nous l'avons annoncé, c'était le 24 novembre 2023, nous continuons en fait d'étudier, nous sommes sur la partie due diligence sur l'acquisition donc de 3 petites sociétés qui vont être regroupées autour de compteurs énergie. Et donc ça, comme nous l'avons mentionné dans nos lettres aux actionnaires, l'objectif c'est de parvenir en fait à finaliser cette opération sur le premier semestre 2024. Sur le reste des acquisitions, nous n'avons pas nous n'avons pas de dossier particulier, voilà, en étude. Nous concentrons nos efforts sur la finalisation de compteurs énergie. Une question de Guillaume au sujet des tensions sur la mer Rouge et de l'impact sur nos achats. Alors, je rappelle, on est sur une part de nos achats d'un peu plus d'un tiers, puisque... On a 29%. 29%, excuse-moi Patricia, donc 29% en provenance d'Asie, donc Chine, Taïwan, il y a aussi d'autres pays lointains. Donc l'impact, il est sur un tiers de nos achats et il est pour le moment relativement restreint, même s'il y a eu un impact sur le prix des conteneurs. On ne peut pas parler d'impact significatif aujourd'hui à l'échelle du groupe Thermador en termes de marge ou de prix. Sachant que les prix peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre et que cette information qui nous est arrivée assez récemment est intégrée par nos équipes dans leur gestion tarifaire de manière à éviter que ça ait un impact sur notre marge. C'est vrai qu'au début janvier, on était un peu plus inquiet sur la situation et on pensait effectivement mécaniquement il y aurait des retards et il y aurait des augmentations de prix conséquentes. On voit que c'est en train de revenir un peu à la normale. Ce qu'on subit un peu plus, c'est finalement des grèves perlées, mais en France, au niveau en fait, des dockers. Donc c'est ce qu'on perçoit et il y a... quelque part, on était beaucoup plus en fait inquiets et donc c'est en train de revenir un peu à la normale. Mais il y avait aussi l'impact du Nouvel An chinois et donc avril-mai, je pense que on devrait revenir à des choses cohérentes en termes de délai.
Alors, en termes de questions, là, pour l'instant, j'ai épuisé les questions qui sont posées sur le chat. Donc, on va peut-être attendre un petit moment, voir si d'autres... Est-ce que tu as des questions Non, j'avais que sur la partie Renner. Que la question de Renner, sur la partie Menei, activité. Donc, vous êtes une quarantaine de personnes connectées cet après-midi. Alors, je redis rapidement l'organisation de ces webinaires. Nous avons, à partir de 16 heures, un webinaire qui est plus consacré aux investisseurs institutionnels et une heure plus tard, à partir de 18 heures, enfin ça fait 2 heures de décalage, un webinaire qui est plus orienté sur les actionnaires individuels, mais avec globalement le message qui est le même. Mais ça permet d'avoir peut-être des questions différentes et plus de temps pour les questions-réponses. Voilà pourquoi est-ce que 2 fois par an, au moment des résultats, on différencie ces 2 webinaires. Alors, j'ai une nouvelle question qui m'arrive. Alors, Jean-Pierre me demande des nouvelles de DPI et les perspectives. Alors, après cette année de baisse de chiffre d'affaires, l'équipe DPI est mobilisée pour reprendre des couleurs. C'est pas forcément évident, hein, puisqu'on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc je dirais que ce que nous souhaitons faire à partir de 2024, c'est stabiliser l'activité de DPI, soigner la rentabilité, parce que c'est aussi important. On a également des projets de structuration de l'équipe, et notamment de l'équipe de direction, de manière à assurer un reporting rapide, une meilleure rapidité du reporting. Vous le noterez dans le document d'enregistrement universel, sur la première année dans le groupe Thermador, nous n'avons pas intégré des pays dans notre déclaration de performance extra-financière, chose qu'il va falloir faire absolument sur 2024. Donc ça fait aussi partie de ce que nous allons demander à des pays. Voilà pour cette équipe monégasque, les éléments que je peux donner aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Patricia? C'est aussi un reporting financier mensuel, un suivi de marge. Donc voilà, nous sommes vu l'année 2023, l'année a été compliquée pour des pays. Donc effectivement, entre l'opérationnel et la partie reporting, la direction de DPI s'est concentrée sur la partie opérationnelle et sur la défense en fait de leur business. Voilà. Et donc là, cette année, on a commencé dès début janvier à travailler avec eux sur l'amélioration de leur reporting, ce qui est aussi une chose positive puisque ça leur donne une meilleure visibilité sur l'évolution de leur marge. Donc ça leur permettra peut-être aussi d'avoir une gestion plus en temps réel. Alors, la question de Paul au sujet des coûts de l'énergie, je laisserai Patricia répondre sur ce volet-là, sachant que ça ne fait pas partie des choses extrêmement impactantes pour le groupe Thermador. Nous ne sommes pas un gros consommateur d'énergie, mais tout de même, on en avait parlé l'année dernière. En tout cas, sur l'évolution et l'anticipation des marges brutes en 2024, comme vous le savez, nous ne donnons pas d'indications sur ces sujets. En revanche, nous vous invitons à regarder l'évolution de notre marge brute sur une longue période, élément que vous avez dans le document d'enregistrement universel, parce que c'est la décentralisation du groupe et la responsabilisation des équipes qui permet d'assurer une certaine relativité, une certaine stabilité de cette marge brute. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière sur la marge brute, ça peut varier de quelques dixièmes, sûrement pas à la hausse en 2024, ça c'est clair. Mais en tout cas, pas de variation dramatique sur la marge brute. Alors sur les coûts de l'énergie, Patricia. Mais sur les coûts de l'énergie en 2024, on a renégocié en fait notre contrat, puisqu'on n'avait pris qu'un contrat pour 2023. Nous souhaitions être prudents parce que on avait eu en fait un x4 sur les prix. Donc sur l'année 2024, déjà on a prévu en fait une baisse de l'ordre de 40% par rapport au tarif facial tarif faciaux de 2023. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que on a parlé de baisse de nos consommations. Donc on va continuer de bénéficier de ces baisses puisque on a quand même travaillé sur
la mise en place de panneaux photovoltaïques. Donc ça couvre maintenant 2 sites importants qui sont celui de Sodeco et celui d'Audrea, Aelo et Accélère qui fait 16 000 m². Donc ça, c'est 2 bâtiments importants où on a maintenant des panneaux photovoltaïques. Et donc ça fait à peu près 40% de leur consommation qui va être générée par des panneaux photovoltaïques. Et de l'autre côté, on a sectoriel. À un moment donné, vous aviez l'image derrière du tracker. Et ça, c'est pareil. Tracker, une location. Et donc pour le bâtiment sectoriel, ça lui permet de couvrir 40% de ses consommations. Donc ça va fonctionner en plein sur l'année 2024. Et après, l'élément également qui va nous permettre de baisser nos consommations, voilà le tracker qui arrive. Et donc l'autre élément, ça concerne, on parlait des investissements. Jean-Pierre nous questionnait sur les investissements immobiliers. Et parmi les investissements immobiliers, on a quand même une partie importante d'équipements en panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Donc ça va continuer également de faire baisser le montant des consommations. Donc on espère, entre la baisse des 40% des prix faciaux, plus derrière la baisse de nos consommations, on espère en fait baisser plus fortement encore ce poste d'énergie qui, comme le disait Guillaume, on n'est pas des très gros consommateurs, mais il n'empêche que sur certains comptes de résultats de société, c'est impactant. Une question de Romain que j'avais zappé, mais je reviens dessus. Comment redresser la rentabilité opérationnelle d'Audrea qui est à 4,9. Donc je vois que Romain a tout de suite été dans notre document d'enregistrement universel où vous avez une information sectorielle par filiale. Toujours très intéressant d'aller voir. Comment la redresser à la rentabilité du groupe en 2023 Alors on ne se pose pas cette question de cette façon-là. Alors vous voyez dans cette information sectorielle effectivement que les marges opérationnelles des filiales sont extrêmement variées. Mais nous apprécions cette diversité dans le groupe Thermador. Nous avons eu par le passé assez souvent la réflexion des investisseurs qui nous disaient mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester dans cette activité grande surface de bricolage ou grand public où la rentabilité opérationnelle est moins forte que dans le canal professionnel? Notre réponse a toujours été la même, oui, parce qu'il y a un certain nombre de synergies chez les fabricants, dans les produits, dans les savoir-faire. Et donc, nous souhaitons garder un pied dans ce canal grand public, avec, d'une manière très objective, pas du tout l'ambition de monter la rentabilité d'Audrea au niveau que vous indiquez. Vous pouvez voir, par exemple, pour comparer Audrea à une filiale, on va dire comparable en termes de canal de distribution, Mecafer Domac, qui a des années avec une bonne rentabilité, une très bonne rentabilité, des années avec une rentabilité un peu plus faible. Mais on ne peut pas s'attendre sur ces deux filiales-là à atteindre une rentabilité à 13, 14 ou 15%. Je ne pense pas que ça soit vraiment réaliste. Je vous rappelle que dans ce métier du grand public, nous avons affaire à des clients qui sont très grands et qui couvrent une part de marché extrêmement importante. Donc j'ai nommé bien évidemment les deux leaders qui sont le groupe ADO avec à l'intérieur Leroy Merlin, mais également le groupe Kingfisher avec Castorama. Donc ces grands clients ont une capacité de négociation qui est extrêmement forte. Voilà. Puis Romain. Après, on peut quand même souligner le retour à une rentabilité positive pour Audrea, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de résultats. Et cette année, ils ont reconstitué leurs résultats en ayant migré sur notre ERP groupe, en ayant fusionné un certain nombre changé de conventions collectives, fusionné juridiquement, donc changer leur mode de préparation de commandes. Donc c'est vrai que ça a été une année avec il y a eu beaucoup de challenges pour Audrea et au final ils ont une rentabilité à 4,9%, certes en dessous de la moyenne du groupe, mais il n'empêche que c'est plutôt un retour sur la croissance. Une question de Victor. Bonjour, pourriez-vous revenir sur la simplification de MaPrimeRénov' qui est envisagée? Finalement, plus besoin de passer par un accompagnateur pour les petites subventions, plus d'interdiction des monogestes, sur la simplification du label RGE. Là, je suis extrêmement prudent aux effets d'annonce.
parce que ce serait complètement contradictoire avec ce que souhaitent faire les pouvoirs publics. Je rappelle que si les pouvoirs publics ont mis en œuvre de tels changements, c'est qu'ils cherchent absolument à éviter la fraude. Et notamment la fraude sur des opérations monogestes et des, entre guillemets, petits budgets. Donc les discussions sont en cours avec les acteurs concernés et les pouvoirs publics, mais s'il y a des concessions ou des aménagements qui sont faits par les pouvoirs publics, ça restera, de mon point de vue, à la marge, hein, donc, ou en tout cas extrêmement contrôlé pour éviter de nouveaux débordements et de nouvelles fraudes dans l'utilisation de ces fonds. Il est 17h tapante. Nous n'avons plus... je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie de mon côté. Non, je crois que je les ai toutes lues. Moi, j'en ai pas d'autres. Donc, il y avait la question de... Je n'ai pas répondu aux investissements CAPEX 2025. Ah oui. Parce que on n'est pas... on a des chiffres, mais pour l'instant, on est sur un montant. Oui. On est sur des montants de l'ordre de ce qu'on a dépensé à peu près sur 2023, de l'ordre de 7 millions 6, 7 millions 7. Pour 2025. Mais après, il y a quand même des investissements qui sont à définir, qui sont liés en fait, à l'optimisation de notre logistique. Donc selon les choix que nous ferons, nous aurons des montants qui seront un peu différents et peut-être plus étalés dans le temps. Donc ça, c'est vraiment voilà, une perspective. Bien, il est 17h. Il nous reste à vous remercier pour votre présence, vos questions, à vous donner rendez-vous bientôt sur différents forums ou même si vous souhaitez des réponses supplémentaires à vos questions, on peut organiser des rendez-vous adaptés. On se montre souple avec une échéance qui arrive dans un mois, c'est l'Assemblée générale du groupe et les enjeux que nous vous avons présentés aujourd'hui. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.